séance maléfique a lieu le 4 août 1532. Qu'est-ce que nous en savons? Eh bien là aussi, l'historien est obligé de tourner autour du pot, puisque les archives ont disparu. C'est aussi étrange, car nous avons quand même un certain nombre d'archives des réunions des États de Bretagne, et j'ai lu pour ma part celles de 1523, 1524, 1525. Les États de Bretagne se réunissaient en ordre, il y avait un président, chacun prenait la parole, on contestait ou on approuvait les décisions qui étaient proposées par le gouvernement breton, et bien là, il n'y a rien pour ça, 1532. Par contre, on a des éléments extrêmement intéressants qui sont indirects, mais qui forment des preuves indiscutables si on les met bout à bout. Il était logique que cette séance, la plus importante de la réunion des États de Bretagne, puisqu'elle va se terminer par une demande, entre guillemets, d'union du duché à la France, il était logique que cette séance fût présidée par le gouverneur de Bretagne, François de Laval-Chateaubriand. Or, il reste chez lui. Et qui envoie-t-on à sa place? Un maréchal de France, René de Montejean, qui vient présider, alors qu'il n'a aucune qualité pour ce faire, armé et botté, il vient présider en quelque sorte la réunion ultime, non pas ultime, pour l'indépendance de la Bretagne, notre Assemblée nationale, en quelque sorte. René de Montejean, on a quelques renseignements sur lui, c'est un Angevin, c'est un ami du roi, il a combattu avec lui à Pavie, c'est un soldat brutal et extrêmement prétentieux. Vous voyez Brantôme. On sait que la séance aussi, par quelques lignes, que la séance est extrêmement violente. Et comment ne le serait-elle pas? Parce que tous les Bretons qui sont là ne sont évidemment ni achetés, ni consentants. Et on sait aussi que le procureur de Nantes, à un moment ayant dit qu'il n'avait pas reçu mandat de ses électeurs pour voter une chose pareille, le président, le maréchal de Montejean, descend de la tribune et prétend lui donner des coups, ce dont sortit une grande rumeur dite Argentré. Étrange séance, tout de même. Alors, imaginez, tant pis si je choque du monde, mais après tout, vous êtes venus là pour savoir la vérité, n'est-il pas vrai? Imaginez, par comparaison, qu'en 1940, le chancelier Hitler, avec ses armées, se dirige vers Pontoise, s'installe dans le château de Pontoise et envoie ses panzers autour de l'Assemblée nationale. Et disent au président de l'Assemblée nationale, français, vous allez rester chez vous. Et ayant acquis quelques sympathies dans l'Assemblée nationale, il leur dit, vous allez voter, s'il vous plaît, l'union définitive et perpétuelle de la France à l'Allemagne. Je vous pose la question, vous n'êtes pas juriste, que vaudrait un acte de cette nature? Rien. Rien, rien. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe le 4 août 1532 à Vannes. C'est exactement ça, le roi est là, le gouvernement français est là, l'armée française est là, un certain nombre de personnes ont été achetées et les débats sont violents. Donc le peu que l'on sait, j'ai recherché beaucoup de patience et de temps, j'ai même trouvé dans le Bourgeois de Paris, vous savez que le Bourgeois de Paris a écrit une chronique sur cette époque, et il dit ceci, je cite exactement, je vous ouvre les guillemets, il y eut par les seigneurs et gens du pays de Bretagne grande résistance, parce qu'ils ne voulaient pas avoir comme duc Monsieur le Dauphin. En effet, ils voulaient leur véritable duc, qui était le deuxième enfant du couple royal, et qui aurait dû monter sur le trône. Donc, nous avons quand même une série de présomptions, qui sont absolument concordantes, et qui vont d'ailleurs dans le sens de l'histoire de la Bretagne, car il faut savoir, et certains d'entre vous le savent, que dès que la Bretagne a existé en tant que telle, c'est-à-dire au VIe siècle, du VIe siècle au XVe siècle, ça a été un conflit permanent, des contentieux avec la France, des guerres, où les Bretons ont témoigné d'une détermination jamais démentie de rester ce qu'ils sont et de ne se laisser jamais envahir par personne. Alors, il serait tout de même étonnant, vous conviendrez qu'en 1532, ils aillent supplier le roi d'un pays qui est leur ennemi depuis 1000 ans, humblement, et se mettre à genoux pour demander l'union de leur pays avec le pays voisin. C'est une présomption aussi qui a son poids. Je vois que Pierre Lemoine approuve. J'écoute. Bon. Alors voilà donc sur ce chapitre du consentement, je crois qu'on est aujourd'hui pleinement informé. Il n'est pas possible de raisonner autrement qu'on l'a fait jusqu'à présent. Il n'est plus possible de raisonner comme on l'a fait jusqu'à présent. Il faut voir les faits et les aligner d'une façon objective. Alors troisième point qui est important, c'est la violation des formes. Je vous ai dit que
pour les actes importants, il faut que des formalités particulières soient respectées. Et c'est le cas en matière de traité. Vous savez que lorsque la France ou tout autre pays fait un traité avec un autre, il y a toute une procédure très compliquée qui se met en place depuis le début de l'initiative du traité jusqu'à la fin, c'est-à-dire la ratification. Eh bien, sachez que je vous ai dit que la Bretagne a un droit extrêmement perfectionné au XVe siècle. C'est un État, on peut dire, très évolué au point de vue institutionnel et au point de vue juridique. Les traités se font de la façon suivante, exactement comme aujourd'hui. C'est un droit très moderne. D'abord, il y a un organisme qui est compétent pour prendre l'initiative d'un traité international. C'est le duc et son gouvernement, c'est évident. Deuxième phase, ça va vous sembler évident aussi, on désigne des ministres plénipotentiaires. Ce sont des ambassadeurs, c'est parfois le chancelier. Et si vous lisez les sources, qui sont nombreuses, vous verrez que ces ministres plénipotentiaires ne partent pas discuter avec l'État voisin. Au hasard, on leur fait des directives qui sont très précises, qui font parfois des pages et des pages. Et des fois, on leur dit, si en face on vous dit ceci, vous direz le contraire. Et si on vous fait cette proposition, vous direz non, ou vous direz oui. Alors, troisième phase, une fois qu'un texte préparatoire a été rédigé, on l'envoie à la chancellerie ducale, et puis le gouvernement breton se penche, analyse les différentes clauses, et s'il n'est pas d'accord, eh bien, il renvoie un texte, ainsi de suite. Ensuite, il y a un accord bilatéral qui est échangé entre les deux gouvernements, c'est-à-dire le duc et le roi du pays voisin ou éloigné, peu importe. Et ensuite, il y a encore une autre phase en Bretagne, où le traité est lu en séance publique devant les États de Bretagne et qui approuve, qui ratifie le traité. Et ce n'est pas tout. Dans les traités importants, il y a encore une procédure spéciale en Bretagne, c'est que dans certains cas, on traite les députés, après qu'ils aient voté le texte, ils sont d'accord, on les traite à la cathédrale, Saint-Pierre ou ailleurs, et ils prêtent serment. Donc vous voyez que rien ne se fait au hasard. Or, ici, et là c'est effrayant pour le juriste, celui qui, comme moi, étudie le droit international, qu'avons-nous? Nous n'avons aucune initiative qui provienne de l'autorité légitime bretonne, puisqu'elle n'existe pas. Il n'y a plus de Premier ministre, il n'y a pas de duc, c'est la France qui prend l'initiative de ce prétendu traité d'union. Nulle part il n'y a de désignation de ministre plénipotentiaire. Nous savons par l'Argentin qu'il y a des conciliabules entre le gouvernement français et ceux qui, comment dire, pour ne heurter personne, qui sont consentants, enfin, qui ont été achetés, quoi, si vous voulez. On en a identifié quelques-uns d'une façon certaine. C'est le président du Parlement, pas des États, du Parlement, le premier président des déserts, d'Argent Trépère. Hélas, le fils était vertueux, mais le père n'a pas sans connaître. Et puis le gouverneur Laval-Chateaubriand. On en trouvera d'autres, car les archives n'ont pas encore été toutes exploitées. Donc il y a une discussion, un compérage entre le gouvernement français et les Bretons qui acceptent de se prêter à ce jeu. Ensuite, il n'y a pas de rédaction de texte, il n'y a pas de discussion entre les deux gouvernements, puisque le gouvernement breton n'existe pas, il ne pourrait pas discuter de toute façon. Il n'y a pas de discussion aux États de Bretagne. Je vous ai dit qu'il y a une séance houleuse où le maréchal de Montjean se comporte d'une façon extrêmement brutale. Il n'y a pas, c'est un traité qui n'est pas ratifié, c'est un traité, dernier point, très important, qui apparaît pour la première fois au milieu du mois d'août 1532 dans un édit de François Ier. Qu'est-ce que c'est qu'un édit? Un édit, c'est une loi du pays voisin, d'un pays étranger. Imaginez l'hypothèse suivante, et vous allez tout comprendre, c'est pas la peine de faire la théorie. Imaginez que la reine d'Angleterre fasse venir quelques Français chez elle et disent, bah écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on réunisse la France à la Grande-Bretagne? Bien sûr, Votre Majesté. Eh bien, très bien, je fais bien mon Premier ministre. Comment? Oui, mais c'était un autre problème et une autre époque. Et alors, donc, je suis en train d'illustrer mon propos et vous faire comprendre combien cette histoire est monstrueuse, cette histoire de promulgation par un édit. Donc, elle pourrait dire à ces Français, eh bien, nous allons faire voter par notre Parlement à Westminster une loi, et le tour est joué. Eh bien voilà, nous allons promulguer cette loi, ce que fait François Ier dans son édit. Et bien voilà, la France est réunie à la Grande-Bretagne. Eh bien non, le roi de France n'a aucune possibilité de faire des lois pour la Bretagne parce qu'il est un État étranger. Et j'allais dire une grossièreté, mais je ne le dirai pas, par respect pour vous, ce papier a la valeur d'un papier à quelque chose. Il n'a aucune valeur, en tout cas juridiquement, il est nul et de nulle effet. Donc la procédure des traités si importante a été totalement violée, et on peut dire que, même s'il n'y avait que cette seule considération, ce traité ne serait même pas nul, il serait inexistant au plan juridique. Enfin, j'irai très vite sur la quatrième condition,
que j'évoque pour mémoire, c'est l'absence de réciprocité. Vous allez comprendre aussi en termes simples, si vous vendez une maison, vous devez en tirer, je vous ai dit, le prix. Et il faut que, s'il y a un procès ultérieur, les deux parties puissent dire que les avantages que l'un et l'autre tirent sont réciproques. Or, qu'apporte la Bretagne à la France? Un pays immense. Ça vous étonne que je dise immense, mais sachez que l'Europe de l'époque est fractionnée en petits États. Le Saint-Empire romain germanique est fractionné en 350 principautés. Donc la Bretagne, avec ses 35 000 km² qui n'ont pas bougé, est l'un des pays les plus vastes. C'est, à mon avis, la troisième ou quatrième puissance de l'Empire de l'époque. C'est donc un pays vaste, une population nombreuse, une flotte très importante, la deuxième ou troisième, vous le savez, on le sait par la thèse de Touchard, dont j'ai une connaissance par vous, Pierre Lemoine, une économie extrêmement prospère, car il ne faut pas croire que la Bretagne est un pays de glauques à cette époque, ce n'est pas vrai. C'est un pays qui a un commerce international très important, et d'ailleurs dans les textes de l'époque, tout le monde est d'accord. Quand on parle de la Bretagne, on dit la plus belle duché de la chrétienté. Vous trouvez cette époque, cette phrase constante. C'est un pays extrêmement prospère. Des ressources importantes en hommes, en talents de toutes sortes, une importance stratégique et diplomatique considérable. Le gouvernement breton, rien ne se fait en Europe sans le gouvernement breton. Au total, je vous l'ai dit, c'est la plus belle duché de toute la chrétienté. On raconte parfois au duché. Ah, mais que puis-je faire de plus? Vous m'entendez ou pas? Bon, d'accord. Non, mais vous avez raison, Monsieur le Président, de me harponner. N'hésitez pas. Et frappez-moi si je le mérite. En échange, qu'offre-t-on à ces braves Bretons? Vous allez voir la réciprocité qu'implique ce prétendu traité de Réunion. On leur dit, mes bons amis, il y a eu beaucoup de guerres entre nous, il faut mettre un terme à ces guerres. Mais qui a fait les guerres pendant des siècles? Est-ce nous qui les avons faites? Est-ce nous qui avons envahi la France? Non. Cela veut dire, si vous retournez la phrase et si vous la comprenez bien, si vous ne marchez pas, on vous fera la guerre jusqu'à ce que vous saigniez. Et ça apparaît très clairement dans les écrits de d'Argentré. Certains députés disent effectivement, de toute façon, ces gens-là n'accepteront jamais que nous gardions notre liberté, ils finiront par nous détruire. Et deuxième avantage qu'on nous accorde et que nos historiens, certains d'entre eux, s'extasient là-dessus. Le roi François Ier écrit, je ne sais plus qui, au siècle dernier, était un bon prince, il confirme aux Bretons leurs privilèges. Non mais dites-moi, depuis quand les Bretons ont-ils besoin d'obtenir des Français les avantages qu'ils possèdent de temps immémorial? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça m'indigne cette interprétation-là. Un roi de France n'a pas à confirmer les privilèges que les Bretons tiennent d'eux-mêmes, de leur histoire, de leurs souverains, de leurs armées et de la valeur de leurs hommes et de leurs femmes. Premier point donc, s'agissant des conditions de validité du traité, en tant que juriste, et aujourd'hui malheureusement il y a une certaine bouteille, j'affirme d'une façon péremptoire. Il me reste dans mon esprit même pas 0,001% de doute. Il n'y a jamais eu, au plan juridique, de traité d'union entre la France et la Bretagne. Alors maintenant, vous pouvez me dire, après tout, vous êtes un théoricien, vous pouvez peut-être vous tromper, pourquoi pas, oui, tout le monde a le droit à l'erreur. Admettons que je me trompe sur ce premier point. Je vais aller très vite sur la deuxième partie parce que vous allez comprendre. Et ce travail a déjà été fait. Alors, mais par des historiens, bien fait, mais sans les conclusions juridiques au bout. Vous savez que les effets d'un contrat sont obligatoires. Encore une fois, si vous achetez votre maison, on vous doit le prix. Et si on ne vous le paye pas, il y a violation grave du contrat, vous allez en justice, il n'y a jamais de contrat du tout, vous récupérez votre maison. Bon. Or, dans l'édit du mois d'août 1532, le roi de France a pris ce qu'on a considéré comme un traité. Le roi de France a pris des engagements solennels dans tous les domaines. Il a dit, pour simplifier, que les Bretons gardent leurs lois privées, leurs privilèges, dans tous les domaines. Dans le domaine fiscal, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine du commerce, etc. Un traité est une chose solennelle. Il est évident on le sait depuis toujours, que lorsqu'un traité n'est pas respecté, c'est comme pour un contrat, il s'annule tout seul. Or, l'histoire, oui, non pas tout seul, monsieur, il est vrai qu'il faut parfois des procédures, mais en principe, il doit s'annuler au plan juridique. La phrase est juste cette fois. Donc,
L'histoire de la Bretagne et de la France de 1532 à 1789 est une suite ininterrompue dans tous les domaines et n'est qu'une suite de violations de toutes les clauses du contrat par la France. Pour les infractions, je vous ai dit que c'est déjà fait, le duc est supprimé, le Premier ministre est supprimé, le gouvernement est supprimé, les prérogatives du Parlement général ou État de Bretagne sont rognées, génération après génération. S'agissant de la justice, dans un premier temps, on prétend nous enlever notre Parlement en l'intitulant Grand Jour. Grand Jour, c'est une appellation qui n'a jamais eu cours en Bretagne, mais qui avait cours en France, c'était une justice seigneuriale. On veut nous rabaisser comme étant des subordonnés à la France. Et puis le personnel judiciaire va être modifié. En principe, le personnel judiciaire doit être uniquement des naturels, des Bretons. En 1554 intervient une réforme importante, imposée par la France bien sûr. Le premier président de notre Parlement de Bretagne, je ne parle pas des États, je parle de notre juridiction suprême. Le premier président est un Français. Il y a 3 autres présidents, ce sont des Français. Les conseillers français ont la prééminence. Sur les 32 conseillers du Parlement de Bretagne, 16 sont français et 16 sont bretons. Imaginez la réunion des Français en 1940 si on avait renvoyé leur personnel de la Cour de cassation et du Conseil d'État et si on aurait flanqué un Allemand à la tête du Conseil d'État et de la Cour de cassation et envoyé une moitié d'Allemands. Je pense que ça ne se serait pas bien passé et on comprend que les réactions ont été très vives et que nos compatriotes ont été extrêmement mortifiés de cela. Et en plus, je crois qu'ils étaient mieux payés, ils avaient la prééminence dans les honorifiques. Bien, je passe là-dessus parce que ça pourrait durer longtemps. Il y a eu des thèses et des thèses sur ces violations. Dans le domaine ecclésiastique, je vous dirai un mot, parce que je pense que ces quelques chiffres que je vais vous donner, vont vous donner la mesure de tout le reste. Il était dit, bien sûr, dans cet édit de 1532, considéré que jusqu'à maintenant comme un traité, que les évêques et les abbés ne pourraient être que nommés parmi les naturels, c'est-à-dire parmi les Bretons. Eh bien, les savants historiens, comme quoi ils sont très utiles quand même, ont dépouillé les archives. Les évêques, des 9 évêques qui se succèdent à Rennes, de 1541 à 1676, 2 sont bretons, tous les autres sont français. Si ce n'est pas une violation grave, je me trompe fort. Des 67 évêques recensés entre 1598 et 1713, 25 seulement sont bretons et 21 ont vécu dans l'entourage du roi. Le reste est exactement à l'avenant. 2 mots sur les finances. Les finances vont quitter en grande partie la Bretagne. Je vous ai dit qu'en 1523, j'ai trouvé ce chiffre, mais il y en a bien d'autres. La moitié des finances du duché vont servir à financer les guerres françaises dans la péninsule italienne. Et au fur et à mesure, les Bretons vont se voir imposer des impôts nouveaux, alors que la France n'a aucun droit d'imposer des impôts nouveaux en vertu des engagements solennels qu'elle a pris. Elle va user d'expédients de toutes sortes. Et pour vous citer un chiffre, à la fin de l'Ancien Régime, de 1750 à 1789, la Bretagne versera à peu près 10 à 12 millions de livres par an à la France. C'est une sorte de tribut. Et il faut le situer dans le contexte. Le budget de la France, à peu près, à l'époque, est de 1 million de livres. Donc la Bretagne contribue avec ses propres deniers à hauteur de 10% du budget français. Je pourrais vous en dire là, mais là il y a eu des thèses qui sont extrêmement complètes, certaines sont très anciennes, celle de Lemoine notamment, ça représente des volumes. Vous avez compris ce que je vais vous démontrer dans ce deuxième point. C'est que lorsqu'un traité a été valablement fait, donc à supposer que le traité de 1532 ait été valable, eh bien il s'est annulé tout seul par lui-même, par le fait que le principal co-contractant le plus fort a violé sans cesse toutes les clauses et que le travail principal du Parlement breton et des États de Bretagne a consisté à relever les infractions qui étaient faites à cet édit et à envoyer des députés en cour et à obtenir que certains soient rapportés. Soient rapportés d'ailleurs parce que la monarchie française est très habile, elle met au point rapidement une technique qui consiste à faire volontairement à Versailles notamment des textes que l'on sait inapplicables en Bretagne et on dit aux députés bretons: ok, nous acceptons de les rapporter, mais vous allez nous donner cette telle somme. Donc on extorque à la petite semaine de l'argent qui représente beaucoup de sommes importantes qui auraient pu, à mon avis, être investies ailleurs. Ceci, vous le trouverez parce que ceci est démontré, ce sont des choses qui ne sont pas contestables. D'ailleurs, Louis XIV lui-même l'écrit dans ses mémoires, mais nous avons des sources plus précises que celles-là. Alors j'en viens à la conclusion.
Que conclure de tout cela? Conclusion. Premier point que je vais vous expliquer très simplement, c'est la règle de la non-caducité des traités qui n'ont pas été dénoncés par les parties. Je m'explique en termes simples. Supposons qu'un État A et un État B, au XIIIe, au XIIe, au XIe siècle, peu importe l'époque, aient décidé de faire un parchemin attribuant la propriété d'une île, d'un désert, ou d'une mer, ou d'un bras de mer, à l'un plutôt qu'à l'autre. Le temps passe, cette île est inintéressante, ce désert n'est fréquenté par personne, et en plein XXe siècle, on découvre du pétrole, du diamant ou des minerais. Alors évidemment, l'un d'eux va envahir le territoire jugé inintéressant, et il va dire c'est à moi. L'autre va fouiller dans ses archives, et par hasard, il trouve un parchemin. Ah, mais c'est qu'en 1254, nous avions signé un traité. Donc, ce désert, cette île est à nous. Nous en avons la preuve. Ils vont évidemment aller devant les juridictions internationales en 2006, en 2005. Que font les juridictions internationales en pareil cas? Eh bien, ils déclarent, vous n'avez jamais dénoncé ce traité. La règle principale pour les traités, c'est que, comme pour les contrats, le contrat et les traités reposent sur cette règle principale qui est le consentement. Vous n'avez jamais témoigné de la volonté de dénoncer ce traité. Il est toujours valable. On a vu des affaires de ce genre, notamment pour les rochers des Mainquiers et des Écréous, qui sont près de chez vous, je crois. Les juridictions internationales ont donné raison à l'Angleterre, je crois, en invoquant des traités du XIVe siècle, je crois. Alors, où veux-je conduire cette démonstration? Et j'en aurai fini, rassurez-vous. Eh bien, étant entendu qu'il n'y a pas de traité en 1532 au plan juridique du terme, quelle que soit la situation de fait, sous quel régime vit la Bretagne à l'heure actuelle en droit international? Eh bien, certains de vous savent qu'en 1499, à peu près un an après la mort du roi Charles VIII, son deuxième mari, Anne de Bretagne a épousé Louis XII, roi de France, son successeur et cousin. Or, avant ce mariage, qui a eu lieu à Nantes en janvier 1499, Anne de Bretagne, avec la ténacité qui était la sienne, a renégocié un traité avec la France, cette fois d'une façon juridiquement valable. Et ce traité de 1499, que dit-il? Premièrement, la Bretagne et la France sont deux États séparés. Deuxièmement, la Bretagne et la France ont des règles d'accession au pouvoir, de dévolution de la couronne à l'époque différentes. Troisièmement, la Bretagne et ses institutions ne se gouvernent elles-mêmes. Quatrièmement, toutes dispositions sont prises pour qu'il en soit ainsi ad vitam aeternam. Alors j'affirme, en tant que juriste, ayant enseigné dans les facultés de droit, ayant beaucoup écrit, et je crois étant assez estimé des milieux juridiques, j'affirme que nous vivons toujours, au plan du droit international, nous vivons toujours sous le régime du traité de 1499, c'est-à-dire qu'en droit international, la Bretagne n'a jamais juridiquement été réunie à la France, et elle est toujours, en droit international, une puissance souveraine. J'ai dit.